Nous allons tout de suite donc sur le lieu de la cérémonie. Nous sommes dans la cour des Invalides. Charline Hurel est sur place. Charline Hurel, où en sommes-nous ? A priori, la cérémonie, à proprement parler, commencera à 16h30. Exactement, au début de la cérémonie à 16h30. Alors regardez, nous on a pris un peu de recul, on est à l'extérieur parce qu'il y a aussi des personnes qui sont là pour rendre hommage au sergent Maxime Blasco. Et justement, on va aller voir Thomas. Alors Thomas, vous êtes un étudiant en ingénierie et vous avez tenu à être ici. Je vous demandais tout à l'heure, quel sentiment, qu'est-ce que ça vous fait personnellement, vous, de voir un soldat tomber comme ça en combat ? Honnêtement, le premier sentiment qui vient, c'est le respect et l'admiration, puisque c'est quelqu'un qui choisit tout abandonner pour sa notion de patriotisme et qui, en plus de ça, il laisse sa vie. Donc forcément, ça ne rend pas indifférent et ça fait surtout réfléchir sur la simplicité de nos vies, le fait qu'on vive assez calmement et que moi, je vois surtout, je suis en cours tous les jours, donc voilà. Et pendant ce temps-là, on a des gens qu'on ne connaît pas, qui ne nous connaissent pas non plus et qui pourtant sont prêts à tout pour nous. Une question assez brièvement parce que tout à l'heure nous avons vu le cortège passer avec le cercueil. On a senti une émotion particulière. Vous l'avez vécu vous aussi ce moment-là ? C'était assez impressionnant le silence. Parce qu'en fait on se rend compte que tout le monde est assez... L'atmosphère devient pesante en fait, puisqu'on se rend tous compte qu'il y a quelqu'un en fait qui est là. Et comme je disais, qu'on ne connaît pas et qui en fait passe devant nous et c'est son dernier moment avant de rejoindre sa famille, puisque là c'est l'hommage public, mais après il a aussi son enterrement. Et je trouve ça beau, c'est une singularité française d'avoir ça et c'est quand même bien parce qu'au moins la nation entière peut prendre connaissance de ces héros. Et oui, prendre connaissance et surtout de l'engagement, parce que c'est ce qu'on entend depuis tout à l'heure, toutes les personnes qui nous saluent, l'engagement. Et d'ailleurs, il y a la nation, mais il y avait aussi d'anciens militaires suisses qui étaient là pour rendre hommage au sergent Maxime Blasco. Donc vous voyez, une émotion assez particulière quand même aux Invalides. Charline Hurel avec Marine Truchot, vous êtes donc aux Invalides. Nous avons commencé cette émission spéciale consacrée donc à cet hommage rendu au caporal-chef Maxime Blasco. Pour nous accompagner, en plus de nos deux éditorialistes Valérie Nataf et Catherine Gentil qui sont restés avec nous, nous accueillons le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Mon général, merci d'être avec nous. Bonjour. Et puis Christian Macarian, éditorialiste international. Bonjour à vous, Christian Macarian. C'est un moment fort, mon général. Les Français connaissaient ce caporal-chef puisque beaucoup d'entre eux avaient vu ce documentaire où nous avions assisté à son geste héroïque. Il avait sauvé 2 de ses collègues. Ça a une dimension aussi toute particulière. Oui, c'est une dimension toute particulière parce que, comme vous le dites, il était connu pour des faits antérieurs, il y a 2 ans environ, d'un courage, d'une bravoure incroyable. Et on le connaît mieux maintenant parce qu'on en parle plus. Aussi, la caractéristique de ces commandos, qui sont des professionnels extraordinaires, c'est leur humilité. Ils sont très humbles. Quand on lui posait la question « Mais pourquoi vous avez fait ça ?» Je n'avais pas le choix, il fallait sauver mes camarades, c'est comme ça. Ça paraissait tout à fait naturel. Je souligne au passage que le pilote de Tigre, qui est allé le chercher, a été extrêmement courageux aussi. Oui. Il a bravé Paco. Oui, il a bravé toutes les règles pour aller embarquer, parce qu'il a vu, ils sont morts. J'y vais, il faut aller les chercher. Enfin, ils sont vivants, pardon. Il faut aller les chercher. Donc, c'est cette bravoure, j'allais dire quotidienne au combat, qui est soulignée là. Et puis le fait, et la cérémonie va probablement le retracer, cette humilité, c'est-à-dire que je ne veux pas qu'on parle de moi. C'est un groupe de soldats qui combattent ensemble. D'ailleurs, ces camarades qui sont actuellement sur le terrain continuent le combat. Et ils le disent, ils ont été interrogés, ils ont dit la seule chose qu'on avait à faire, c'est de continuer le combat pour lui. Parce qu'il n'est plus là, mais on va continuer le combat sans lui. Et je crois que c'est tout ceci qui est retracé dans ce soldat, à la fois exceptionnel, humble et parmi les autres. Ils sont encore 5000 soldats français actuellement au Sahel, un chiffre qui devrait baisser, mais nous allons y revenir parce que les enjeux sont considérables. 52e soldat français a décédé au Sahel. Christian Macarian, là aussi, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais en même temps,
Ça fait partie de l'opération et il faut, je crois, distinguer, comme l'a fait le général, la charge émotionnelle de l'ampleur de la mission. Et c'est une mission qui est très risquée, extrêmement tendue, dans des conditions parfois très difficiles. Ça n'est pas nécessairement une mission qui est étudiée dans les écoles traditionnelles, parce que c'est quelque chose qu'il faut découvrir sur le terrain. Donc oui, c'est beaucoup sur le plan humain, c'est beaucoup par rapport à l'investissement qui a été fait par ces hommes, mais en même temps, c'est le prix d'une opération d'une importance stratégique essentielle. Alors que le président de la République, Emmanuel Macron, arrive à cette cérémonie, vous évoquiez le risque de ces hommes. On peut rappeler donc que le caporal-chef Maxime Blasco était engagé au 7e bataillon de chasseurs alpins, puis dans le groupement de commandos de montagne. Et nous parlions finalement de ces combattants qui n'avaient pas forcément de formation pour une situation comme celle-ci, mais qui étaient aguerris au combat, notamment depuis 2016. Chaque année, le caporal-chef Blasco partait pour une mission de 4 mois. Oui, alors ne nous trompons pas, on dit des troupes de montagne, qu'est-ce qu'ils font dans le désert sahélien? Oui, en fait, ça vaut la précision, effectivement, mon général. Mais ce sont des troupes professionnelles qui sont entraînées, préparées pour ce type de combat. Ils faisaient partie des commandos de montagne qui est la pointe de diamant du bataillon, et en plus tireurs d'élite au sein de ce groupement. Donc c'était vraiment des soldats très, très aguerris. Il en était à sa 4e opération au Sahel, mais il en avait fait d'autres en Centrafrique et ailleurs. Donc ce sont des professionnels qui combattent en tout temps et en tout lieu, suivant l'expression qu'on emploie dans les armées. Et donc, actuellement, il se trouve que ce sont les chasseurs alpins qui sont engagés dans cette opération au Mali, au sein de l'opération Barkhane. Mon général, j'ai besoin de votre aide. Je vous le dis franchement, alors je fais partie des derniers à avoir fait le service militaire dans ce pays. Je me souviens des grades. Il est caporal-chef, mais il va être promu sergent. Il a été promu sergent. Alors, à partir de maintenant, parce que je le dis à l'ensemble de nos équipes en régie, est-ce que nous pouvons inscrire sergent Maxime Blasco maintenant? Tout à fait. C'est sorti au jeu. Il est maintenant sergent. Il va recevoir probablement la Légion d'honneur. Il avait reçu la médaille militaire, ce qui est une décoration exceptionnelle pour un soldat. C'est généralement donné aux sous-officiers, mais ça peut l'être à des soldats, et c'est le cas pour lui. Et c'est le président de la République qui lui avait remis le 18 juin. C'est pour ça que je pense qu'il y a cette cérémonie, malgré les réticences de la famille, où le président a tenu à être présent, parce qu'il a vu ce visage, il a accroché sur sa poitrine la médaille. Et donc là, sur le cercueil, il va le déposer une nouvelle médaille, mais cette fois-ci sur un cercueil. Et je crois que pour un président de la République, qui est le chef des armées, c'est extrêmement important, cet engagement de marquer qu'il salue, il respecte les soldats qu'il a envoyés au combat, et parfois malheureusement à la mort, comme ça a été le cas du sergent Blasco, qui a donné sa vie pour notre pays. Je vous propose de nous plonger dans l'atmosphère très particulière de la cour des Invalides. Voilà, le président de la République, en tout cas, est arrivé. Nous l'avons vu. Repos. Donc on peut déjà rappeler le principe, la disposition de tous ces militaires qui se sont installés. Quel est le protocole, on va dire, traditionnel? Alors le premier protocole, c'est que le cercueil qui est arrivé tout à l'heure repose dans la cathédrale Saint-Louis, qui est la cathédrale des soldats. Il faut le souligner, les cérémonies militaires ont lieu aux Invalides, parce que les Invalides, c'est le lieu où les anciens combattants blessés sont soignés. Je veux dire les Invalides, hein, il faut avoir une commission particulière pour être aux Invalides. C'est le musée de l'armée, c'est le cœur, en fait, à la fois religieux et civil des armées. Et dans la cour des Invalides, vous avez d'un côté les autorités constituées, président d'Assemblée, de Sénat, plus un certain nombre d'autorités qui sont présentes, et de l'autre côté, les piquets d'honneur qui sont présents. Alors, comme la caméra
promène, je ne vois pas très bien, mais il y a les chasseurs alpins, naturellement, qui sont présents. Il y a la garde républicaine. Habillés en blanc, hein, les chasseurs alpins. Alors, oui, ils sont habillés en blanc ou en bleu. Hein, ça dépend. La tenue blanche est normalement la tenue d'hiver, mais qu'ils mettent parfois pour les cérémonies. Et comme le président de la République est présent, il y a des détachements de toutes les armées. Vous avez vu les marins, il y a les aviateurs et l'armée de terre qui sont présents. Écoutons. Présentez. En. Avec l'arrivée donc du gouverneur militaire de Paris, le général Abad, qui passe les troupes en revue, nous allons évidemment, a priori à 16h30, entrer directement dans ce qu'on appelle la cérémonie. Pour l'instant, il s'agit de la mise en place avec tout ce cérémonial que vous venez de nous présenter, mon général. Christian Macarian, on a pu voir qu'il y avait énormément d'anciens premiers ministres, d'anciens ministres de la Défense. Nous avons vu Michel Alliot-Marie, Alain Juppé, beaucoup de personnel de l'État. Oui, parce que c'est évidemment un événement et un recueillement national, et que dans ces circonstances-là, il n'y a absolument pas de place pour la discorde politique, mais au contraire pour l'union nationale, une union, je crois que le mot n'est pas excessif, sacrée, puisque tous ces anciens responsables politiques se réunissent sur le cercueil d'un défunt, d'un militaire tombé pour la France, et la France, c'est tout le monde, tous ceux qui ont exercé des responsabilités au plus haut niveau. À travers ces hommes politiques, c'est la nation qui est présente à travers ces différentes composantes. Voilà, Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre. Nous allons rejoindre l'une de nos envoyées spéciales, Marie Chantret, qui est avec Charlotte Lefetet à la caméra. Vous êtes dans les coursives des Invalides. Est-ce que vous pouvez, Marie, peut-être nous en dire un petit peu plus là sur le déroulement, vous qui voyez de plus près ? On va sans doute assister à un hommage national extrêmement sobre, car c'était la volonté de la famille de Maxime Blasco et de Maxime Blasco lui-même. Son père, d'ailleurs, dans les médias ce week-end, a dit que Maxime aurait sans doute voulu quelque chose de beaucoup plus familial. Et puis, au fil des discussions entre le ministère des Armées et l'Élysée, cet hommage a vu le jour en ce mercredi après-midi. Une cérémonie qui ne durera qu'une trentaine de minutes. Voici le déroulé. Emmanuel Macron et son Premier ministre Jean Castex vont entrer dans la cour d'ici quelques minutes à 16h30 précise. Honneur au drapeau, revue des troupes par Emmanuel Macron avant l'entrée du cercueil de Maxime Blasco dans cette cour de l'Hôtel National des Invalides où le silence se fait déjà. Le président qui remettra à titre posthume les insignes de chevalier de la Légion d'honneur au sergent Maxime Blasco. La sonnerie aux morts retentira avant une minute de silence et puis une marseillaise entonnée par la garde républicaine. Puis le cercueil sortira de cette cour des Invalides. Pas de prise de parole du chef de l'État Emmanuel Macron qui échangera ensuite avec la famille et notamment avec l'épouse de Maxime Blasco qui a fait savoir dans les médias qu'elle souhaitait épouser à titre posthume Maxime Blasco et c'est une prérogative présidentielle. Emmanuel Macron qui l'a notamment déjà accordé pour le fils de M. Bockel qui est mort en 2019 également en opération. Rappelons que le chef de l'État lui-même le 18 juin dernier avait remis une médaille militaire pour les valeurs exceptionnelles de ses services au sergent Blasco. C'était au Mont-Valérien. Cérémonie donc très sobre cet après-midi ici. Merci Marie Chantret. Nous pouvons effectivement rappeler que le sergent Blasco était pacsé avec sa compagne Alexandra
et qu'ils avaient tous deux un petit garçon. Il était tireur d'élite. Tireur d'élite, ce n'est pas anodin. C'est peut-être une tâche des plus précises qui est demandée aux militaires, puisqu'on doit discerner, mon général, qui on vise. Est-ce un adversaire? Est-ce un innocent? Et en cela, ils ont une responsabilité considérable, ces tireurs d'élite. Oui, alors ils ont un entraînement particulier, d'abord parce qu'ils sont commandos comme les autres, donc physiquement c'est extrêmement difficile. En plus, ils portent un fusil un peu particulier, qui est un long fusil avec une lunette. Ils doivent avoir un calme olympien parce qu'ils se postent, ils peuvent rester des heures en poste à regarder. Et alors quelque chose dont on ne parle pas souvent, mais sur le plan moral, je me souviens d'avoir lu le récit d'un tireur d'élite à Kolwezi, lorsque c'était au Congo, c'est que le tireur d'élite voit celui qu'il tue. Il le voit dans la lunette, il y a un grossissement qui fait que vous le voyez. Et donc, moralement, la première fois, c'est extrêmement difficile. Donc ce sont des commandos à la fois exceptionnels parce que commandos, mais en plus avec une stabilité et une capacité à se concentrer complètement sur leur mission absolument exceptionnelle. Alors que le ministre de la Santé et des Solidarités, Olivier Véran, entre dans la cour des Invalides, nous avons vu beaucoup d'anciens premiers ministres, Lionel Jospin, Alain Juppé, Manuel Valls, Jean-Pierre Raffarin. Posons-nous... On a vu Édith Cresson. Je n'avais pas vu Édith Cresson, effectivement, qui était première ministre de François Mitterrand. La question de ce Sahel, du Mali, il faut quand même le préciser, et avec vous, Catherine Gentil, parce que au moment où on se parle, donc la France est d'une certaine manière en conflit avec le Premier ministre malien qui s'est exprimé devant l'ONU en regrettant que la France, je cite, abandonne son pays, alors que la France conserve des hommes sur place. Il est question de quelques bases qui vont être désertées. On passerait de 5 000 à 3 000 hommes à peu près. Que peut-on dire de cette situation qui est très particulière maintenant ? Oui, d'autant plus que la ministre des Armées, Florence Parly, a déclaré il y a quelques minutes que le Mali s'isolera et perdra le soutien de la communauté internationale s'il recrute le fameux groupe privé Wagner. Groupe privé, évidemment, en l'occurrence, concernant les armées. C'est un groupe paramilitaire de mercenaires russes. Voilà, ce sont des mercenaires. Alors, je voulais simplement dire aussi concernant les tireurs d'élite, c'est qu'effectivement, ils ont une formation particulière, mais aussi que non seulement ils abattent évidemment l'ennemi, mais en faisant ça, ils protègent leurs camarades à distance. Et c'est pour ça qu'ils ont un rôle particulièrement important dans les moments de combat, parce qu'ils restent loin, ils doivent avoir des nerfs d'acier, et ils engagent le feu très souvent, en fait, pour défendre leurs camarades qui, eux, sont plus près des ennemis. Donc c'est un rôle vraiment fondamental que celui qu'avait le sergent Blasco dans les différentes opérations dans lesquelles il a pu s'investir. Et là, on reconnaît facilement, effectivement, ses camarades du 7e BCA, bataillon de chasseurs alpins. Voilà, quand on les voit habillés en blanc et avec un béret très large, et je parle sous le contrôle du général, voilà, qu'on appelle la tarte. Et vous voyez, justement, la caméra remonte sur le visage du militaire. Et, et voilà, là aussi en bleu marine. Et c'est à ce béret très large qu'on reconnaît les troupes de montagne. Le régiment du sergent Blasco était basé à Vars. Vars, oui, qui est une base militaire assez importante, qui a fait l'objet des refontes de l'organisation militaire. Et donc le 7e BCA est là-bas. Je rebondis simplement sur le problème avec le Premier ministre malien. On n'est pas très surpris. Il est très anti-français. Il a été formé en Russie. Là où on est un peu surpris, c'est sur la violence des propos qu'il a employés. Parce que, comme vous le soulignez, la France non seulement est présente, mais a réussi à rallier les Européens pour aller au Mali. Et donc, aujourd'hui, ils se sentent totalement isolés. Quand je dis totalement, c'est l'Europe, les Africains, le Niger, le Tchad ont été très clairs. La CEDEAO a été très claire. La France, il est dans un coin. Et il va avoir beaucoup de mal à sortir de son coin. Oui, notamment au sein de ce groupe des pays du G5, qui sont les pays en fait de la région, Mauritanie, Mali, Niger, Burkina, Tchad, Christian Macarian. Là, aujourd'hui, il est clair que la France doit garder la main sur, ou plus généralement l'Europe, sur cette question, parce qu'il est question de combattre les djihadistes.
Oui, et un des axes stratégiques essentiels de cette opération, voulue par la France, c'était justement le G5 Sahel, c'est-à-dire de faire partager la responsabilité, le combat et le fardeau. Seule la France ne peut pas porter tout cela et voir ces militaires tomber comme on le célèbre, on le commémore aujourd'hui. Donc il s'agissait de construire une responsabilité, au sens positif du mot, africaine, et un engagement au combat. Alors, il est exact que les forces maliennes ont subi des pertes considérables au combat. Il ne faut pas dire qu'elles n'ont pas combattu, mais avec sûrement beaucoup de maladresse et beaucoup de difficultés, et sûrement pas pourvu du matériel dont dispose l'armée française. Alors que le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, entre dans la cour. Je vous interromps peut-être pour retrouver Marie Chantray. Marie Chantray, nous le voyons à travers ces images, de plus en plus d'invités dans la cour des Invalides. Oui, avec le silence qui se fait depuis maintenant quelques minutes, beaucoup d'invités politiques, en effet, d'anciens premiers ministres de toute la classe politique et de plusieurs générations, Lionel Jospin, Alain Juppé, Manuel Valls, Édith Cresson, tous sont là, présents aussi de nombreux membres du gouvernement. Vous en parliez, Jean-Yves Le Drian qui vient d'arriver, mais Olivier Véran est également présent, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. On attend d'ici quelques minutes l'entrée du chef de l'État Emmanuel Macron à 16h30 précise, qui sera accompagné de son premier ministre Jean Castex. Une cérémonie relativement courte, finalement, une trentaine de minutes, sans prise de parole présidentielle. Là aussi, volonté de s'entretenir plutôt avec les familles et notamment avec l'épouse de Maxime Blasco qui, on le disait un peu plus tôt, souhaite désormais épouser le sergent à titre posthume. Et c'est une prérogative du chef de l'État. Sobriété de cet hommage national ici aux Invalides, car c'est une volonté de la famille. Le père de Maxime Blasco s'est ce week-end exprimé dans les médias disant que finalement, il aurait peut-être souhaité quelque chose de plus familial. Et puis au fil des échanges entre le ministère des Armées et puis aussi toute la hiérarchie et l'Élysée, cet hommage national a vu le jour, on le rappelle, et c'est assez rare à souligner, sans prise de parole d'Emmanuel Macron tout à l'heure. Vous restez bien sûr avec nous depuis la cour des Invalides. Nous sommes en édition spéciale consacrée à l'hommage rendu au désormais sergent Maxime Blasco, tué au combat le 24 septembre dernier lors d'un combat livré au Mali. Beaucoup de personnel politique, Valérie Nataf, à chaque fois quand on est homme politique, femme politique, il est question de ce choix d'envoyer des enfants de la nation au combat. Et on sent bien toute la portée à ce moment-là, parce qu'il va falloir sans doute, dans un deuxième temps, évoquer cette question de la présence des militaires français. On vient de voir entrer l'ancien président François Hollande. C'était celui qui avait décidé en janvier 2013 d'envoyer les soldats français, les troupes françaises au Mali pour contrer une offensive djihadiste dans le nord du Mali. Je parle sous votre contrôle. Et on le sait. À 2 pas de Bamako. Voilà. Et donc, on le sait, la responsabilité qui consiste à envoyer des soldats français en opération extérieure est très lourde pour les présidents, quel que soit leur bord politique. Et donc, il me paraît important que le président de la République, l'ancien président de la République, François Hollande, soit là, aux côtés d'Emmanuel Macron. Nicolas Sarkozy n'y est pas parce qu'il est en déplacement aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure, en Espagne, mais il aurait été là aussi. C'est important, comme l'a souligné Christian Macarian tout à l'heure, de montrer l'union nationale autour de nos morts, de ceux qui sont là pour défendre la mission que leur ont confiée les plus hautes instances de l'État. On va dire, concernant nos militaires engagés à l'extérieur, je ne parle pas de ceux qui sont sur les territoires français, notamment d'outre-mer, un petit peu partout donc dans le monde, mais il y a 2 grands terrains, 2 principaux terrains d'action. Il y a le Sahel, il y a aussi le Moyen-Orient, essentiellement en Irak, mon général. Oui, en Irak, mais au Liban aussi. Oui. On a un détachement français, j'ai eu l'honneur de commander le bataillon là-bas. Depuis 1978, nous avons un détachement français là-bas, et c'est intéressant de souligner un petit peu ce rôle là-bas, parce que on parle de la France puissance d'équilibre. C'est typique au Liban parce que c'est accepté par les Israéliens et c'est accepté par les Libanais. Et la France doit être présente là-bas pour cet équilibre qu'elle réalise dans cette zone.
Christian Macarian. Il ne faut pas oublier non plus l'Afghanistan, dont la France s'est retirée en 2014, c'est-à-dire bien avant et antérieurement à d'autres pays. Mais avec tout ce qu'on a su, vu et entendu au moment du retrait précipité des Américains de Kaboul, il faut rappeler quand même que la France a laissé 90 soldats sur le sol afghan, 90 morts, ce qui est alors là vraiment très élevé pour une opération dont nous n'avions pas le commandement et dont, au fond, la définition même nous a un petit peu échappé. C'est d'ailleurs pourquoi on s'en est retiré en 2014. Donc, par rapport au Mali, où il y a une clarté quand même de la mission, et comme l'a rappelé Valérie Nataf tout à l'heure, il y a eu une urgence en 2013 à agir parce que la capitale Bamako serait tombée dans les 2 ou 3 jours si les Français n'étaient pas intervenus. Par rapport à tout cela, il y a vraiment un sacrifice en Afghanistan dont on ne parle pratiquement jamais. Et je crois que c'est l'occasion, à travers les obsèques du sergent Blasco, de rappeler tous ces sacrifices que l'opinion publique française ne voit pas forcément au jour le jour et dont elle n'est pas nécessairement informée. Donc je crois que c'est ça aussi que signifie la présence de presque tous les anciens premiers ministres et de tous les chefs d'État, à l'exception de Nicolas Sarkozy, qui, comme on l'a dit, est en déplacement. C'est une question qui a été posée lors du retrait des troupes américaines de Kaboul en mois d'août dernier. Certains détracteurs ont dit que des soldats étaient morts pour rien. Finalement, à chaque fois cette question est posée, on peut peut-être... Alors déjà, avec vous, Catherine Gentil, le président Joe Biden a souhaité à ce que ces militaires partent parce que ça faisait beaucoup de pertes. Un chef d'État, en pareille circonstance, se doit de rendre des comptes. Oui, alors là, concernant l'Afghanistan, effectivement, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'Américains qui ont dit que les soldats tombés là-bas étaient tombés pour rien parce qu'en Afghanistan, c'est une situation très particulière dans le sens où les talibans ont repris le pouvoir. C'est pas du tout la même situation qu'au Mali avec la mort aujourd'hui du sergent Blasco auquel on rend hommage. C'est dans cette configuration très particulière du retour au pouvoir des talibans qu'effectivement on s'est posé la question de la raison de la mort de ces soldats américains notamment, mais effectivement il y a eu des soldats français parce que c'est 20 ans pour rien puisqu'on a chassé les talibans il y a 20 ans et que donc 20 ans plus tard ils se retrouvent au pouvoir à Kaboul. Par rapport au contexte du Mali, là, c'est une situation, vous nous le dites, totalement différente. Oui, là, c'est totalement différent parce qu'effectivement, pour l'instant, depuis 2013, quand même, la France, avec ses alliés sur place, a réussi à tenir à distance parce qu'elle n'a pas réussi à éradiquer les mouvements djihadistes dans le Sahel, mais en tout cas, elle réussit à les empêcher de prendre le pouvoir, ce qui est quand même fondamental. Et là, effectivement, il y a beaucoup moins de critiques sur le fait de dire que les soldats tombent pour rien, puisque justement, ce n'est pas pour rien du tout au Sahel. Général Dominique Trinquant. Juste un point de différence aussi, c'est que au Mali et au Sahel généralement, nous intervenons à la demande des gouvernements locaux. En Afghanistan, l'intervention est venue pour mettre en place un gouvernement. C'est, vous voyez, une grosse différence. C'est à peu près l'inverse. Oui. Une grosse différence. Deuxième, en revanche, je voudrais sur Kaboul souligner la démocratie américaine. Hier, il y a eu audition des chefs d'état-major américains qui n'ont pas hésité à dire que ça a été une superbe manœuvre logistique, mais une erreur stratégique considérable, qu'ils avaient recommandé aux deux présidents, Trump et Biden, de laisser des soldats sur place, ce qu'ils n'ont pas fait et ce qui a conduit à la catastrophe que nous avons vue cet été. Il est 16h29. Dans quelques secondes, le président de la République, Emmanuel Macron, pénétrera dans la cour des Invalides. Florence Parly, la ministre des Armées, est présente. Jean Castex, le Premier ministre. Je parle sous votre contrôle. Je pense que des membres de la famille aussi du sergent Blasco sont logiquement présents. Il y avait le chef d'état-major des armées, le général Burkhardt, qui était là. Voilà, le chef d'état-major des armées également, pour être totalement précis. Un mot peut-être avant que la cérémonie ne commence véritablement. Au départ, le sergent Blasco était pâtissier. Et puis, il avait tellement envie, il était tellement passionné qu'au cours d'une rencontre avec des représentants de l'armée, sa compagne lui a dit « Vas-y, va les voir ». Et il y est allé. Et il y est allé. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il a découvert ce métier tardivement et il a été absolument passionné par ce qu'il a fait.
Et donc, c'est assez intéressant de voir quelqu'un qui cherche un peu sa voie et qui la trouve, en fait, dans le métier qu'il a fait pendant plus de 10 ans. Et il avait commencé par un terrain aussi particulièrement hostile, le Centrafrique, en 2014. Oui, c'est ça. C'est au moment de l'opération Sangaris, donc, dans laquelle la France a été engagée, là aussi, pour soutenir un pays qui s'écroulait un petit peu. Une opération qui a été assez brève, parce que la France, soyons clairs, n'a pas les moyens de tout faire. Et aller avec 5000 hommes au Mali et près de 2000 hommes en Centrafrique, ça n'était pas tenable très très longtemps. Donc les forces françaises ont été rapatriées, ce qui a provoqué au passage, la nature horreur du vide, l'intervention de Wagner à la demande du gouvernement centrafricain, qui est déjà un premier problème. Et si vous voulez, au Mali, qu'est-ce qu'on dit? On dit, regardez ce qui se passe en Centrafrique. Il y a des rapports de l'ONU qui sont absolument abominables sur ce qui se passe avec Wagner en Centrafrique. Donc, rappelons-le, si vous venez de nous rejoindre, ce groupe paramilitaire de mercenaires russes auquel fait appel finalement le Premier ministre du Mali, malgré la présence confirmée de l'armée française, une armée française qui sera réduite en nombre. C'est une stratégie, mais ça ne veut pas dire que la France quitte le Mali. Alors évidemment, il est 16h31. Dès que le président de la République entrera dans la cour, nous l'accompagnerons par notre silence. Mais alors peut-être un petit complément d'information, mon général. Juste pour dire que le Premier ministre malien est prudent quand même. Il ne dit pas qu'il fait appel. Il dit qu'il ne se ferme aucune porte et qu'il va... Et d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, Lavrov, qui était à New York, que je connais bien, qui est quelqu'un de très, très fin, lui aussi a dit « Mais nous n'avons rien à voir avec Wagner ». Wagner n'est pas sous les ordres du gouvernement russe. Ce qui pose le problème d'ailleurs pour le Mali, de faire appel non pas à un gouvernement, mais à une société privée qui donc y va pour l'argent. Il faut être clair. Oui, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, donc le Premier ministre du Mali. 16h32. Une cérémonie donc qui doit commencer par l'arrivée du président de la République. Je vous rappelle que nous sommes en édition spéciale sur LCI. Hommage rendu au désormais sergent Maxime Blasco, tué au combat au Mali le 24 septembre dernier. Il y a tous les chefs d'état-major qui sont alignés, chef d'état-major de la marine, de l'armée de terre, le général Schill, et le chef d'état-major des armées en tête, et aussi le chef d'état-major particulier du président. Je voulais juste rajouter que la sobriété de l'hommage rendu au sergent Blasco, justement, correspond à sa personnalité. Parce que quand, justement, il avait sauvé ses 2 camarades en 2019 et qu'on lui avait dit « vous êtes un héros », il avait dit non, pas du tout, j'ai fait mon devoir, j'ai fait ce que me dictait ma conscience et je ne me considère pas comme un héros. Et c'est pour ça aussi que la cérémonie est très sobre, parce que sûrement qu'il n'aurait pas voulu qu'on en fasse trop d'une certaine manière et que lui considérait qu'il était dans son rôle de soldat et qu'il ne voulait pas qu'on dise qu'il était un héros. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la cérémonie est à son image et respecte une grande sobriété. Il avait sauvé 2 de ses frères d'armes lors de cet accident que nous évoquions, un accident d'hélicoptère en 2019. Lui-même avait été blessé, il était le moins blessé des 3, mais il avait dû marquer une pause dans sa carrière professionnelle. Et la question lui a été posée, est-ce que tu veux y retourner? La réponse était évidente? Non, elle n'est pas évidente. Elle n'était pas évidente du tout. Il avait dit au prochain coup dur, je vais m'arrêter. Et puis, il s'est remis, il avait les vertèbres cassées. Il s'est remis. Et là, il a réfléchi. Il a dit, allez, je vais encore 2 OPEX et puis je m'arrête. Et c'était sa 2e OPEX. Là. Donc, non, ce n'est jamais évident. Mais vous savez, vous parliez, madame, de l'humilité. C'est une des caractéristiques de ces commandos. Ce sont des très grands professionnels, très aguerris, physiquement, moralement, mais ils sont d'une humilité et d'une gentillesse étonnante. Souvent, ils servent comme garde du corps aussi des généraux en opération. C'est très vrai ce que vous dites. On a vu, et ils sont d'une gentillesse, mais incroyable, d'une humanité incroyable. Donc ça, il faut le souligner, vraiment, ce ne sont pas des brutes, ce sont des gens qui à la fois connaissent très bien techniquement leur métier, sont évidemment physiquement très aguerris, mentalement aguerris, mais en plus d'une grande gentillesse. Alors Christian Macarian, souvent lorsque nous sommes en face de tels drames, nous nous disons mais pourquoi on ne leur rend pas autant hommage, pourquoi on attend qu'ils décèdent pour s'intéresser à eux, mais rappelons aussi qu'ils sont
sont soumis à une confidentialité au regard du risque aussi. Oui, d'abord il y a des opérations spéciales qui nécessitent la totale discrétion et dont la définition même est de ne pas être rendue publique, sans quoi ça porterait atteinte à la nature même de la mission. Mais d'une manière générale, et je crois qu'on ne peut pas non plus complètement occulter cet aspect des choses, il y a une lassitude dans l'opinion française par rapport à l'engagement militaire au Mali. Et donc, franchement, je crois que ce n'est peut-être pas le meilleur jour pour évoquer cet aspect, mais il faut quand même en parler pendant un instant. Il y a une sorte d'indifférence qui s'est installée et c'est très fâcheux parce qu'on a bien expliqué au début, et l'opération a été très très largement soutenue lorsqu'elle s'appelait l'opération Serval, avant de devenir l'opération Barkhane. Il y a eu un soutien de l'opinion publique parce qu'on a compris qu'il y avait une menace djihadiste à nos portes, puisque la zone du Sahel est prolongée par le Maghreb et ensuite on arrive à la Méditerranée. Donc, dans des pays de tradition francophone voilà. aussi. Et le gouvernement français a fait un effort vraiment considérable à l'époque et puis poursuivi par le gouvernement suivant sous le président Macron pour essayer d'européaniser la cause, c'est-à-dire d'expliquer à nos partenaires européens que ce n'était pas la France-Afrique, ça n'était pas la France en Afrique et que ce n'était pas souhaitable que la France seule verse le sang de ses soldats et qu'il fallait une participation. Et les Français ont obtenu quand même assez largement la participation de l'Allemagne, de pays scandinaves, des Pays-Bas, à des degrés évidemment variables, mais aujourd'hui, par exemple, l'Allemagne est encore présente sous forme d'appui au transport aérien, de formation des troupes. Et puis, il a fallu, comme on le disait tout à l'heure aussi, expliquer aux pays africains du G5 Sahel, les 5 pays limitrophes de la zone sahélienne, qu'il fallait qu'ils prennent leur part de responsabilité dans ce combat contre les djihadistes, que seule la France ne pouvait pas le livrer ni le gagner. Voilà. Donc le général Lecointre, précédemment, qui a quitté ses fonctions, avait dit qu'il s'agissait d'une guerre longue et qu'il n'y aurait pas de défilé de la victoire. Et je crois que cette phrase est très forte. Ça ne se terminera pas par un défilé de la victoire. C'est une œuvre de patience, ce que le général Trinquant rappelait la patience stratégique. Et il faut, en ce jour de recueillement, se souvenir de tout ce que ça requiert comme tempérance. Christian Macarian, de la voiture du président de la République, Emmanuel Macron, qui va dans un instant donc pénétrer dans la cour des Invalides pour cet hommage rendu au sergent Maxime Blasco. Nous accueillons le président de la République. Présentez. Homme. Voilà, le président de la République vient donc saluer. Alors nous rappelons la présence notamment de ces 4 plus hauts dignitaires de l'armée française, mon général. Oui, alors il y avait le chef d'état-major des armées, chef d'état-major de l'armée de terre. J'ai pas bien repéré le deuxième, si c'était le chef d'état-major de l'armée de l'air, je crois, et le général gouverneur militaire de Paris, qui est celui responsable de l'organisation, bien sûr, de la cérémonie. Avec le Premier ministre Jean Castex. Et bien sûr, le Premier ministre, la ministre des Armées et Madame Dariussecq. Florence Parly. Voilà.
Le président de la République qui passe les troupes en revue désormais. Il était suivi, donc, je vous le rappelle, concernant le gouvernement, de Jean Castex, le Premier ministre, de Florence Parly, la ministre des Armées, et de la ministre déléguée aux anciens combattants, Geneviève Darrieussecq. C'est Giscard qui l'a instauré. En général, il y a le regard du président de la République. Quand on est militaire, on peut le regarder. Bien sûr. Alors la tradition, c'est que le chef qui passe regarde les hommes dans les yeux. Et donc, il les passe tous comme ça. Et je dois dire que le président Macron, dès la première prise d'armes à l'Élysée, sur le perron de l'Élysée où il y avait la garde républicaine, a eu ce réflexe. Tout le monde lui reprochait de ne pas avoir fait son service militaire. Il avait été bien préparé parce qu'il regardait les soldats dans les yeux dès la première prise d'armes. C'est un moment important. C'est le moment où, quand on est le chef des armées, on regarde ceux qu'on commande et ceux qui sont commandés le regardent. Et c'est un signe de confiance, en fait, entre les soldats et le chef. Christian Macarian. Un détail qui peut avoir une importance, c'est que dans toute l'histoire de la République française, le premier président de la République à ne pas avoir effectué ses obligations militaires tout simplement parce que le service national avait été supprimé, eh bien c'est Emmanuel Macron. Avant lui, évidemment, tous ses prédécesseurs ont effectué leur service militaire, ce qui était à une certaine époque même une obligation pour devenir président de la République. Je crois que cette obligation a été levée depuis. Rappelons qu'il y a eu un hommage aussi de ses frères d'armes au moment où le cercueil a quitté le Mali. Hein. Bien sûr, il y a 3 hommages en fait. Il y a celui au Mali où ses camarades qui combattaient avec lui sont. Il y a celui-là et il y aura à Vars, dans son bataillon, aussi une cérémonie. Dans un instant, le cercueil devrait entrer dans la cour de l'Hôtel national des Invalides. Président de la République qui vient saluer la veuve du sergent Maxime Blasco, Alexandra. Reposez. Armes. Repos.
Présentez. Armes.
Reposez. En. Repos. Bas. Drapeau des chasseurs, sans votre garde, rejoignez votre emplacement. Présentez. Homme. Ouvrez le banc. Sergent Maxime Blasco, au nom de la République française, nous vous faisons officier de la Légion d'honneur. Fermez le banc. Reposez. Homme. Repos. Présentez. Homme. Au mort.
Reposez. Armes. Drapeau des chasseurs, rejoignez votre garde. Repos. Bon. Présentez. Armes.